Bon après-midi amoureux de football, bienvenue dans ce deuxième numéro du Tour est joué, votre émission récap sur toutes les étapes de la CAN Maroc 2025. Pour ce nouveau numéro, on va donc s'articuler autour des huitièmes de finale qui sont achevés il y a à 48 heures. On va brièvement se projeter sur les quarts de finale qui arrivent ce vendredi. Avec nos experts, on va décrypter, analyser toutes ces rencontres qui ont marqué la première phase d'élimination directe de cette CAN marocaine. Installez-vous et le tour se joue. Pour m'accompagner donc sur cette nouvelle production, le casting a été refait. Je serai accompagné ce jour d'Aaron Mbimbe, ancien international Lyon indomptable. Aaron, bon après-midi. Bon après-midi Abel, bon après-midi à tous les followers de la Radio Sport Info. En face de toi, on a recruté la crème des consultants avec Patrick Bilon. Patrick, bon après-midi. Bon après-midi Abel, bon après-midi à tous les auditeurs de la Radio Sport Info, les followers également sur la page internet. Merci. Alors, j'espère que vous avez bien vécu ces huitièmes de finale qui sont donc achevés mardi dernier. On va déjà commencer de plein pied avec ce premier huitième de finale qui a vu le Sénégal s'imposer 3-1 face au Soudan. Ça a été dur parce que le Sénégal a été mené, mais le Sénégal s'est imposé. Aaron, ce Sénégal vous va un peu inquiéter, surtout avec le but concédé par le Soudan? Non, pas du tout, parce que je crois tout au long du tournoi, on a vu une équipe sénégalaise mature, sûre de ses forces et qui sait imposer sa puissance dans les matchs. On a vu la réaction après le but du Soudan. Calme, sérénité, et on reconstruit le jeu, on repart de derrière et tout doucement, les choses se sont faites normalement. Donc, je ne suis pas surpris du tout du résultat du match. Il y a quand même, Patrick, deux arrêts d'Edouard Mendy réalisés sur notamment le 2-0 du Soudan, le potentiel 2-0 du Soudan et le 2 partout, toujours en faveur de ces Soudanais. Est-ce que les deux arrêts d'Edouard Mendy, ça montre un peu à suffisance que cette équipe du Sénégal a montré quelques lacunes, quelques faiblesses? Au-delà des lacunes du Sénégal, je vais beaucoup parler de l'adversité qu'a proposé le Soudan justement parce que il faut le savoir, lorsqu'une équipe peut déjà se qualifier pour le second tour, elle est potentiellement une équipe qui peut poser des problèmes à ses adversaires. Donc, on va toujours avec l'avantage sur le papier de l'effectif du Sénégal qu'on connaît, Sadio Mané, Mbaye, ils sont nombreux, les sapeurs de star qui jouent dans des grands championnats, des grands clubs qu'on connaît tous. Mais le Soudan également avec matière à faire falloir, parce qu'il faut le reconnaître, ils ont un championnat qui fonctionne très bien sur le continent. C'est une équipe également qui joue avec ses qualités, joue avec ses moyens. C'est une équipe qui est beaucoup physique, qui essaye de surprendre parce que elle n'a rien à perdre. Parce que vous savez, quand vous venez jouer contre un ogre comme le Sénégal, vous avez justement besoin de vous lâcher et ne pas avoir de regrets en fin de match. Et ne pas avoir de regrets en fin de match. En tout cas, elle a proposé quelque chose, cette équipe soudanaise dirigée par Kwesi Appiah. Bon parcours qui s'arrête donc en huitième de finale. Malheureusement, le Sénégal passe. Mais un petit mot également sur le banc de touche du Sénégal. Bien sûr, c'est Mbaye qui crève l'écran depuis le début de ses compétitions. Il réalise toujours des entrées formidables, fantastiques. Et là, il a été gratifié son premier but à 17 ans seulement pour son 4e match de CAN. C'est peut-être le meilleur remplaçant de la CAN, au moment où on ne sait pas. Oui, le sociétaire du PSG, ça fait un moment qu'il crève les écrans déjà, donc ce n'est pas une grande surprise. Peut-être qu'il va réussir avec ça à bousculer un peu la hiérarchie, parce que les qualités qu'il a montrées, c'est bonus pour un entraîneur d'avoir un joueur de cette qualité-là sur le banc de touche qui peut venir faire des différences à tout moment. Et c'est très important de savoir que quand on a un joueur qui peut décanter la situation quand c'est un peu coincé, on peut le lancer à 15, 20 minutes, 30 minutes, il pourrait marquer des différences. Donc c'est très important et c'est bonus pour lui parce qu'il découvre l'Afrique, il découvre la CAN et entrer de cette manière-là, c'est prometteur pour l'avenir. Vous le voyez titulaire pour la suite de la compétition, Patrick? Le petit X, c'est que en Afrique, on a souvent tendance à vouloir mettre en avant le 3 d'Aînés. Pourtant, le petit frère, ouais, il doit attendre. C'est le comportement africain. Pourtant, dans d'autres pays, surtout du côté de l'Hexagone, le talent prime sur ce type d'argument. Mbaye, s'il est productif, s'il est efficace, il a tous les atouts pour être titulaire. Moi, je suis déjà content pour lui le fait d'avoir choisi très vite sa nationalité sportive, parce qu'il faut le reconnaître, il est formé au Paris Saint-Germain, il aurait pu jouer avec l'équipe de France ou autre chose. Mais à 17 ans, il sait ce qu'il veut, il choisit sa nationalité sportive
et directement, il est impactant, décisif lors de ses entrées. Je suis également content pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un signal quand on sait que beaucoup de joueurs africains ont tendance à se perdre, à espérer rejoindre. À réfléchir longtemps. Oui, on en connaît beaucoup et je ne vais pas en parler ici parce que c'est un débat qui pourrait mettre très long. Mais Mbaye Niang, je suis très content. C'est peut-être la figure de proue de ce type de mouvement-là à travers le changement de nationalité. Et pour moi, c'est le joueur qui pourra, dans les années à venir, autant pour moi, porter l'équipe du Sénégal. Il pourra porter l'équipe du Sénégal déjà en quart de finale, puisque le Sénégal va donc affronter le Mali. Ça sera donc vendredi. La première affiche de ces quarts de finale. Autre favori qui s'est bien sûr illustré, un peu plus difficilement, c'est le Maroc. Maroc qui s'est imposé 1-0 face à la Tanzanie. Ça a été compliqué, ça a été long. Et enfin, Brahim Diaz est venu sauver les siens. Maroc, on va dire, à l'usure. Ce Maroc, Aaron, il vous séduit toujours autant ou bien elle est en train de regresser au fil des matchs? C'est clair qu'on n'a pas un Maroc très séduisant tout au long de cette CAN, un Maroc un peu tatillon, qui gagne laborieusement ses matchs et qui a des difficultés face aux petits poussets. On l'a vu contre le Comore, là encore contre la Tanzanie, on a vu les difficultés que le Maroc a eu à s'imposer. Le score reflète un tout petit peu ce qu'on peut voir dans la production du jeu du Maroc. Et sans oublier que quand même en face, la Tanzanie a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités d'aller damer le pion à cette équipe. Est-ce qu'elle est sous pression parce qu'elle joue à domicile? Est-ce que aujourd'hui on peut dire que le Maroc n'arrive pas à dépasser l'enjeu? Avec tout ce qu'il y a à l'extérieur, la présence du prince lors des matchs, tout ce public qui est derrière, est-ce que ça ne rajoute pas une petite couche? On l'a vu également, ce coup de pression sur l'entraîneur qui peut-être en cours de compétition pouvait partir. Donc pour l'instant, je ne suis pas très séduit et j'espère que contre les Lions indomptables, ils pourront être encore aussi ternes qu'ils l'ont été au début. Alors on espère déjà, puisque c'est le quart de finale également qui nous concerne, mais on va rester dans ce huitième de finale. Il y a 12 sur l'ensemble de la compétition. Le Maroc, c'est 12 grosses occasions manquées. On rappelle, il y a des buts inscrits, bien sûr, mais il y a énormément d'occasions vendangées durant cette compétition. Patrick, est-ce que le problème ne se trouve pas peut-être sur l'efficacité? Parce que c'est une équipe qui a des occasions, mais qui ne les convertit pas forcément. Et après, il y a le doute qui s'installe. Parce que face à la Tanzanie, par exemple, il y a énormément d'occasions. Il y a même la barre transversale touchée par Hakimi. Est-ce que s'il y a beaucoup de buts dans les matchs du Maroc, et la question ne se pose pas sur la flamboyance? Bon, vous savez, le plus important, souvent, lorsque vous êtes entraîneur et que vous avez une équipe qui joue, et surtout qui se procure des occasions, vous êtes déjà satisfait. Parce que travailler devant le but, c'est du spécifique, ça peut se corriger facilement. Donc déjà, il faut reconnaître le fait que le Maroc arrive à se créer des occasions. Il faudra maintenant qu'en termes d'expected goal, ils arrivent à trouver le juste milieu entre les occasions créées et les buts marqués. Parce que si vous êtes down par rapport à tout ça, il y aura une sorte de déficit. Et c'est pas à tous les matchs que vous aurez la même veine. Vous rencontrez la Tanzanie, vous avez tiré, je sais pas, vous avez dit 12 fois, c'est ça? Ouais. Et 12 fois dans les buts. Vous avez marqué un seul but. Vous comprenez qu'on est en dessous de la moyenne. Donc là, il faudra corriger cela. Et, je le disais tantôt, avoir une équipe un peu plus huppée, sans toutefois manquer de respect à la Tanzanie, que la Tanzanie, sera difficile parce que l'adversité sera encore plus grande. Donc, ils doivent justement modifier ce secteur de jeu offensif parce que le plus important n'est pas seulement de se créer des occasions, mais de finir ces actions-là. De finir ces actions-là, il va falloir donc travailler là-dessus, en projection bien sûr des quarts de finale. Derrière quand même tout on va dire quoi, ce méli-mélo ou bien ce manque de confiance marocain, il y a quand même un homme qui se dégage. C'est Brahim Diaz qui a donc inscrit face à la Tanzanie son 4e but de la compétition. Il est le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations au moment où l'on se parle. Brahim Diaz, c'est peut-être celui-là l'arbre qui cache la forêt du côté du Maroc, parce qu'on s'attendait à une équipe ultra forte collectivement, mais c'est plutôt les individualités, notamment Brahim Diaz, qui porte sur lui toute l'équipe marocaine. Peut-être pas toute l'équipe, mais il fait des différences et c'est très important. C'est clair que c'est une plus-value. C'est un joueur qui était attendu et il répond favorablement aux attentes. Maintenant, est-ce que le jeu repose sur Brahim Diaz? Je pense surtout que c'est des prises d'initiative individuelles. Brahim Diaz, c'est quelqu'un qui décide à un moment de faire la différence, d'emmener 2-3 joueurs avec lui, simplement parce que voilà, il veut décanter la situation. Pas qu'il est individualiste, mais parce que
il ressent le poids de cette responsabilité qui est sienne. Aujourd'hui, c'est une des stars de l'équipe et je pense qu'il remplit bien ce rôle-là. On rappelle que meilleur buteur également lors des éliminatoires, Brahim Diaz, qui avait terminé avec 7 réalisations en 6 matchs. Donc, il est sur une certaine continuité avec cette équipe du Maroc. On dit quand même merci parce que, du côté de Brahim, parce que Brahim Diaz a moins signé du côté de l'Espagne. Donc, pour l'instant, il fait les beaux jours du Maroc. Le Maroc est donc en quart de finale qui va donc affronter le Cameroun. Ça sera le match donc à suivre sur Radio Sport Info. Cette rencontre qui s'annonce hippique, et bien sûr. Patrick, le Cameroun, on parle à présent du Cameroun qui a réussi à battre l'Afrique du Sud. Ça a été compliqué. Nos cœurs ont battu. Nos souffles ont été parfois coupés. Mais bon, on s'est quand même en sorti. Victoire de 2-1 face à l'Afrique du Sud grâce à Junior Chamadeu, Christian Kofan. C'est vrai, avec la réduction du score de Evidence Magopa, ça a été difficile. Mais le Cameroun s'est imposé. Quelles ont été les valeurs de ce succès camerounais-là? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Plus c'est difficile, plus la victoire est belle. On voit à suffire le parcours du Cameroun, qu'on n'attendait pas, il faut le reconnaître, en début de compétition. Finir cette phase de poule avec 7 points, finir avec une très belle opposition face à la Côte d'Ivoire, dominer le Mozambique après avoir été mené et justement contre l'Afrique du Sud, comme je le disais tantôt, dominer ce match avec une équipe sud-africaine qui était, il faut le rappeler, dans le dernier carré à la dernière Coupe d'Afrique. Donc, le Cameroun aujourd'hui, c'est, entre guillemets, le nouveau petit poussé ou le nouvel ice malheureusement. C'est vrai qu'on connaît que le Cameroun représente en Afrique. Mais le Cameroun crée la sensation, fait son petit bonhomme de chemin, fidèle à ses choix tactiques. Par exemple, le coach David Pagou a révolutionné quasiment le plan de jeu qu'on a connu récemment avec l'équipe nationale du Cameroun. On est dans un 3-5-2, solide défensivement d'abord, parce que vous savez, en moins de 15-18 jours, il a pris l'équipe, il l'a modifié et il a surtout voulu avoir une bonne assise défensive. Parce que lorsque vous allez en compétition et que vous avez pas assez de temps pour préparer une équipe, au moins vous assurez le derrière. C'est la raison pour laquelle David Pagou s'appuie sur ça. Et jusqu'ici, ça fonctionne. Le mérite aussi, c'est, il faut reconnaître le dépassement de fonction de beaucoup de joueurs. Je vais penser à Brian Bomo, qui joue son rôle de leader. Oh là là, franchement, c'est magnifique. Ouais. Je vais penser également à Carlos Baleba, qui, il y a un certain temps, a été un peu décrié. On reconnaît, on se souvient de son erreur face au Cap-Vert. En septembre. En septembre, avec le but de Livramento, l'attaquant cap-verdien. Et je pense également au capitaine Noutolo, dont le brassard a transcendé sa personnalité sur le terrain. Le Cameroun, aujourd'hui, pour moi, est redouté, parce que on le sait très bien, c'est quand le lion est dos au mur qu'il a souvent tendance à beaucoup rougir. À beaucoup rougir. Alors, on retient dans ce match, face à l'Afrique du Sud, dans cette victoire face à l'Afrique du Sud, qualification même, il y a la solidité, il y a la solidarité, il y a l'état d'esprit, il y a le caractère. Est-ce que, pour toi, Aaron, qui est ex-international, ces 4 valeurs-là alignées ensemble, ça peut faire de Cameroun un prochain champion d'Afrique? Clairement, quand on revoit le contexte dans lequel a été constituée l'équipe, ce sont des valeurs qu'il fallait mettre en avant. Je l'ai souvent dit sur vos plateaux. Le coaching mental est ce qui devait être plus important pour que David Pagou arrive à constituer rapidement un groupe, parce qu'au-delà des individualités et du talent de ces joueurs, il fallait réussir à former une équipe qui s'appuie sur certaines valeurs. Et si on voit aujourd'hui le Cameroun performer à ce niveau-là, c'est surtout parce que sur le plan mental, ils ont réussi à avoir un mindset commun, à avoir des valeurs sur le terrain qui sont proches de groupes de militaires qui vont en guerre. Donc on voit des gars et des gamins solidaires qui ont une volonté illimitée d'aller gagner. Ils défendent ensemble, ils font les efforts ensemble, ils attaquent ensemble, ils souffrent ensemble, surtout parce que cette équipe sait souffrir quand l'équipe et ça s'est vu contre l'Afrique du Sud. Justement, quand l'équipe adverse a des temps forts, elle sait prendre sur elle et elle sait faire mal au moment opportun. Et ça, c'est la marque des grandes équipes. Donc on peut espérer, on peut avoir peur de cette équipe, on peut l'attendre en finale. Messieurs, on parle de toute autre chose. On est toujours dans ces huitièmes de finale. On parle maintenant de ces équipes-là qui ont quand même montré une grosse force de démonstration. On parle surtout du Nigeria, on parle de la Côte d'Ivoire, messieurs.
rappelle déjà le Nigeria, c'est 4-0 face au Mozambique grâce à des buts de Lookman, un doublé de Osimhen et un but également d'accord. Donc ça a été le trio magique qui a donc fait tomber les Mambas du Mozambique. On rappelle que la Côte d'Ivoire également s'est imposée 3-0 face au Burkina Faso. On s'attendait à un duel, on va dire quoi, un peu plus relevé, mais bon, avantage aux éléphants qui sont donc assis complètement sur les étalons, 3-0 grâce à Amad Diallo, à Yann Djumondé et bien sûr à Bazoumana Touré. Messieurs, des contextes différents quand même, des forces de démonstration, mais des contextes différents. On n'attendait pas le Nigeria, Patrick, à ce niveau, surtout que sur la forme récente du Nigeria, surtout quand on évoque les qualifications pour le Mondial 2026, le Nigeria nous a laissé sur la fin, mais là, on est en train de voir un tout autre visage du Nigeria. Est-ce que c'est surprenant pour vous? Oui, parce que c'est une équipe de compétition. Le Nigeria, quand même, sur la scène continentale, c'est une équipe qui a montré beaucoup de talent dans les années à venir et même sur le passé récent. Et on était justement resté sur notre fin parce que lorsqu'on a vu les barrages Zone Afrique, le match, l'issue du match face à la RDC, on s'est dit mais non, c'est pas ce Nigeria, parce qu'on s'est rendu compte que lorsque Shell fait sortir Victor Osimhen, Ademola Lookman, elle devient une équipe quasiment normale. Donc aujourd'hui, l'armada offensif fonctionne très bien, on le voit, tu as bien fait de le signifier. Accord Adams, Ademola Lookman, Victor Osimhen. Il faut déjà noter que les 3 derniers ballons d'or, il y a 2 joueurs nigériens qui l'ont été. Ouais. En l'occurrence Osimhen et Lookman. Et contrairement justement, tout à l'heure on parlait du Maroc, c'est que la ligne offensive nigériane, autant pour moi, réussit à être complètement décisive. Par contre, au Maroc, on s'appuie beaucoup plus sur des exploits d'un seul joueur qui est Brahim Diaz. Et là, justement, l'entraîneur, il est content. Parce que l'adversaire qui vient ne saura pas exactement comment gérer, parce qu'il faudra gérer tout le monde direct. Ouais. Parce que Ademola peut être dangereux, Victor Osimhen peut être dangereux, Akor Adams peut être dangereux. Et c'est un avantage, justement, quand vous avez ce type d'attaque. Parce que là, directement, le danger vient sur tous les fronts. Et le plus important maintenant, c'est que le Nigeria devra trouver une sorte d'équilibre avec son milieu de terrain et sa défense, parce que c'est le seul point, ou alors le tendon d'Achille de cette équipe-là, qui a une très belle attaque, mais le milieu et la défense encore, ça vacille. On sait tout récemment, Trostekon, leader de cette défense qui a pris sa retraite internationale. Je pense qu'il manque un peu au Nigeria. C'est vrai que Calvin Bassey, le joueur de Fulham, essaye de tenir un temps soit peu cette défense en tant que leader, mais je pense que sur ce côté-là, il se cherche encore. On attend de voir justement comment ça va se passer lors du quart de finale, mais en termes de démonstration offensive, moi je tire un chapeau. Dans un autre contexte, Aaron, il y a la Côte d'Ivoire. On a vu 3 matchs en poule. On n'a pas vu grand-chose, pas vraiment. Ça a été difficile, laborieux un peu contre le Mozambique, difficile face au Cameroun qui a proposé une belle opposition. Ça a été au forceps contre le Gabon. Là, on n'a pas reconnu, ou bien on n'a pas reconnu de manière positive ces éléphants de Côte d'Ivoire qui ont marché littéralement sur les Burkinabés. Donc ça a été une vraie leçon de football. Oui, peut-être aussi un peu le match manqué du Burkina qui n'a pas répondu aux attentes parce qu'on s'attendait à un derby un peu plus relevé, derby d'Afrique de l'Ouest, pays voisin, pays frère. La première mi-temps manquée du Burkina fait que voilà, on a pu voir toutes les qualités qui se dégagent de cette équipe de Côte d'Ivoire. Une équipe de Côte d'Ivoire attendue depuis le début et qui champion à titre. Voilà, champion à titre, qui peut-être a commencé avec de petits doutes parce que le premier match n'a pas été si flamboyant que ça. Le match contre le Cameroun également a pu s'aimer quelques doutes. On a fait tourner un peu contre le Gabon au dernier match, mais avec la mentalité qu'ils ont affichée pour revenir et gagner le match alors qu'ils étaient menés 2-0. Peut-être là, ça a réveillé les éléphants et on a pu voir le visage justement qu'on a vu contre le Burkina. Donc, je pense que c'est une équipe qui monte en régime. C'est une équipe qu'il va falloir bien observer pendant ce quart de finale, qui va venir remporter son quart de finale pour aller défendre son titre en finale. On en rappelle que ça sera un remake donc, contre l'Égypte, un remake de 8e de finale. C'était ici au Cameroun, donc une victoire de l'Égypte au tir au but. On espère avoir un beau match en tout cas pour ce quart de finale Côte d'Ivoire-Égypte. Ça sera donc samedi prochain. Aaron,
il va falloir faire du jeu face à cette équipe égyptienne. On rappelle que l'Égypte également s'est qualifiée après les prolongations 3-1 face au Bénin, une équipe d'Égypte qui est minimaliste. Oui. Et ça sera un sacré challenge pour cette équipe de Côte d'Ivoire avec surtout cette défense égyptienne. Ouais, un peu fidèle à elle-même, l'équipe égyptienne. De génération en génération, ce n'est pas une équipe très chatoyante, très flamboyante. C'est une équipe expérimentée et qui a un objectif clair. Il faut aller remporter le titre. L'Égypte ne vient pas en villégiature à la CAN. L'Égypte vient avec un objectif affiché, remporter le trophée. Et c'est une équipe qui sait comment manager la compétition. C'est une équipe qui a à chaque fois une très bonne assise défensive et qui sait que c'est la base pour se projeter, qui sait comment s'adapter au football africain, qui sait comment manager les matchs, comment manager les contextes de match. Et on l'a très bien vu en huitième de finale. Il va falloir s'attendre à un match très fermé dans la proposition du projet de jeu de l'Égypte, mais avec une paire offensive qui est capable de faire mal à tout moment. Je pense que la Côte d'Ivoire, qui pour moi ne défend pas très bien, parce qu'elle n'a pas un bloc défensif collectif qui va à l'assaut, qui va véritablement contrer l'adversaire. La Côte d'Ivoire ne joue que quand elle a le ballon. Quand il faut aller au pressing, on l'a vu contre le Cameroun, elle a des difficultés. Et quand on a des joueurs comme Mohamed Salah ou Marmouche qui sont capables à eux seuls de faire la différence, on l'a vu sur le dernier but de Salah, de faire la différence, ça va être très délicat pour l'équipe de Côte d'Ivoire de contenir cette équipe égyptienne. Ça sera très difficile, mais ça sera également un duel à suivre. Monsieur, on va clôturer bien sûr avec cette première partie dédiée bien sûr à ces huitièmes de finale. On va toujours rester dans ces huitièmes de finale là pour évoquer un tout autre aspect, l'aspect des déclarations bien sûr d'après-match avec deux entraîneurs qui nous concernent. Monsieur, un mot bien sûr sur l'Algérie qui s'est imposée dans cette bataille du prince du côté de Rabat, toujours dans l'écran, autant pour moi, de Prince Moulay Hassan. 1-0, ça a été dur. Prolongation, but de Boulbina qui délivre les Fennecs. Est-ce que pour toi, Patrick, c'est la meilleure équipe qui s'est imposée? Meilleure équipe, je dirais pas. Le match. Oui, non, le match était super équilibré, c'était déjà très plaisant à voir. C'est vrai qu'il n'y avait pas de but, mais il était plaisant à voir. C'est Arsène Wenger qui dit souvent, lorsque un match est difficile, on fait appel aux individualités. Ça a été le cas à la 118e minute, lorsque Boulbina a marqué ce très beau but. Mais je pense que le Congo aurait gagné, que ça n'aurait surpris personne. Des regrets, on peut avoir des regrets côté Congo sur cette rencontre parce qu'on n'a pas assez mis en difficulté cette équipe algérienne. Surtout sur le projet, ça fait un moment quand même que la RDC est en vue. Et la RDC prépare un barrage de Coupe du Monde, un barrage intercontinental. C'est une très belle génération d'équipes de RDC. On peut avoir des regrets. On peut avoir des regrets parce qu'il y avait la place pour aller un peu plus loin dans cette compétition. Et c'était, comme le disait Patrick il y a un instant, c'est un match tellement équilibré que le petit détail qui ferait la différence est plutôt arrivé du côté de l'Algérie. Ça aurait pu arriver du côté de la RDC que ça n'aurait surpris personne. C'est surtout la force du banc de touche des Fennecs avec donc Boulbina qui est donc le héros algérien pour ces huitièmes de finale. On va prendre une légère transition. On va donc s'intéresser à la deuxième partie, bien sûr les déclarations du tour. On va déjà commencer par celle de Tom Saintfiet. On rappelle le Mali s'est donc imposé au tir au but face à la Tunisie. C'était le premier huitième de finale, deuxième huitième de finale autant pour moi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali qui s'est imposé à 10-11 au tir au but après une longue séance de prolongation et une séance fatiguée des tirs au but. Tom Saintfiet, il est allé à cœur joie. Juste après la rencontre, il a avoué comme ça que je vais gagner la CAN sans remporter le moindre match. Patrick, je te repose encore la question. Est-ce que le Mali peut nous faire le Portugal de 2016? Oui, c'est possible. Je pense qu'on a longtemps reproché. Là, tu es plus optimiste. Oui. On a longtemps reproché au Mali de bien jouer et de ne pas gagner. Oui. Et cette fois-ci, s'ils ne jouent pas trop bien et qu'ils avancent, tout le monde est preneur. Donc c'est la raison pour laquelle Tom Saintfiet le dit. Aujourd'hui, le Mali, le plus important, c'est d'avancer. Ils n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il faut le souligner. Dans ces quarts de finale, aujourd'hui, c'est la seule équipe qui n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. Donc, ils sont preneurs, peu importe la façon à laquelle ils avancent, eux, ils veulent avancer.
qu'il soit beau à voir jouer ou pas, mais c'est avancer l'essentiel. Tant qu'ils avancent, c'est l'essentiel. Alors, Aaron, elle est capable, parce qu'il y a le Sénégal. On l'a dit, le Sénégal a quand même quelques lacunes. Et le Sénégal est surtout tombé en huitième de finale face à une équipe du Soudan qui était plutôt joueuse. Là, maintenant, ça sera le Mali qui va complètement fermer le jeu. Donc, c'est le projet auquel on s'attend du côté de Tom Saintfiet. Est-ce que ça peut passer pour les Aigles? Ouais, clairement, au stade où on est, l'équipe du Mali a été très héroïque contre la Tunisie, de jouer 100 minutes à 10 et de réussir sur la fin à remporter le match de cette manière-là. Il faut avoir les nerfs solides. L'équipe malienne présente quand même beaucoup d'individualités sur le plan offensif qui pourraient faire la différence. Mais le projet de jeu de Tom Saintfiet a peut-être favorisé d'abord la construction d'un bloc défensif capable de maintenir l'équipe à flot. Parce que cette équipe malienne, très joueuse, a souvent été appréciée mais décriée. Parce que derrière, ça n'assurait pas trop. Donc je crois que Tom Saintfiet arrive de la Gambie, ancien sélectionneur de la Gambie, il arrive et là il se dit, voilà, on a des jeunes qui savent jouer, mais qui sont peut-être pas très disciplinés tactiquement, il faut qu'on corrige quelque chose. Et là, il met un dispositif défensif qui permet au Mali de ne pas prendre l'eau. Ça va être un match âpre, encore que là, on a droit à un autre derby ouest-africain. Face à une équipe sénégalaise qui a des acquis, qui a cette force, qui dégage cette force effrayante. Je crois qu'il y a de la place, parce que le Mali n'est pas arrivé là par hasard. 3 matchs nuls. 3 matchs nuls. Un match nul en huitième de finale. C'est qu'il y a le mental pour y arriver. Il y a le mental, il y a surtout Djigui Diarra qui a été donc héroïque, le gardien malien sur cette séance de tir au but. Monsieur, on va parler de toute autre chose. On va toujours rester dans cette deuxième partie. C'est toujours le tour est joué que vous suivez. N'hésitez pas donc à nous suivre sur notre page YouTube Radio Sport Info pour suivre ce podcast et également Radio Sport Info 92.3. Il faudra également se connecter sur la radio, sans oublier les petits extraits sur la page Facebook RSI officielle. Messieurs, ça a été aussi dans ces huitièmes de finale l'un des moments marquants. Il y a eu la victoire du Nigeria 4-0, mais il y a eu cet incident. On va dire quoi, majeur, mineur, tout dépend de là où on se trouve pour situer bien sûr la manif et ou bien la situation ou bien l'action. Mais il y a eu cette embrouille entre Victor Osimhen et Ademola Lookman. Donc Erichel, il s'est exprimé après la rencontre. Il a dit qu'il ne veut rien sortir. Ce qui se passe dans le vestiaire nigérian reste dans le vestiaire nigérian. Je vais d'abord prendre Aaron. Je vais rester avec toi, Aaron. Oui. Est-ce que toi, tu as été ancien joueur, tu as été ancien international. S'il y a une brouille, tu as eu à en avoir avec des coéquipiers. Ouais. Est-ce que c'est la bonne réaction de la part du coach Erichel de ne pas dévoiler clairement ce qu'il a dit à ses joueurs, à ses individualités? Je pense que oui, surtout à ce stade de la compétition. Vous savez, manager une équipe, c'est pas que le terrain, c'est pas que l'aire de jeu, un ballon, un rectangle vert. Non, c'est également des individualités, des égos, surtout et c'est des stars. Il faut avoir beaucoup de recul pour pouvoir gérer ce type de situation. Je pense qu'il a géré avec parcimonie, avec beaucoup de dextérité pour éviter que justement la situation s'enflamme et que ça reteigne directement sur le groupe. Parce que ce serait contre-productif et dommage pour cette équipe du Nigeria de se détruire de l'intérieur, alors même que la principale force de cette équipe, c'est la force offensive avec les individualités comme Osimhen, Lookman. Sur ce match, par exemple, en huitième de finale, c'est 3 passes décisives et un but. Donc ce serait dommage de mettre en conflit, de créer des conflits inutilement autour d'un fait de jeu, peut-être poussé par une poussée d'adrénaline, excusez-moi la répétition. C'est normal, l'adrénaline, quand ça monte, parfois ça pousse à des excès et je crois qu'il a bien maîtrisé la situation. Les esprits sont redescendus au calme et on peut s'attendre à une belle équipe du Nigeria en quart de finale. En tout cas, il faudra compter sur les 2 hommes pour le quart de finale face à l'Algérie. Ça sera l'un des gros chocs, bien sûr, de ce quart de finale à vivre samedi à partir de 17h. Messieurs, on va entrer dans le focus du joueur. Bien sûr, le joueur, l'homme du tour, comme
comme l'intitule bien sûr la rubrique. L'homme du tour, c'est bien sûr Ademola Lookman qui s'est donc illustré avec un but et 3 passes décisives durant ces huitièmes de finale. Il a été le grand artisan, l'un des artisans majeurs même de ce succès face au Mozambique, 4-0. Patrick, on va parler du joueur, ça a été compliqué. On va déjà revenir sur sa canne. Comment tu le trouves, Ademola Lookman, dans son jeu, dans son appréciation? Il y a eu l'incident avec Osimhen, ça a été rapidement balayé. Comment tu trouves le joueur en lui-même, dans son positionnement, dans tout ce qu'il fait dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire comme l'équipe championne en titre. Lorsqu'on parle d'Ademola Lookman, moi je vais parler comme le ballon d'or en titre. C'est Hakimi. Oui, bon, en fait, je parle beaucoup plus sur le plan offensif. Ouais, offensif. Des attaquants. Il a à peine débuté sa compétition. Voilà, aussi. Maintenant, Ademola Lookman, c'est le joueur qui a traversé beaucoup d'étapes, il faut le reconnaître. Il a eu des problèmes dans son club tout récemment avec l'Atalanta, qui a eu du mal à le libérer lorsqu'il voulait aller du côté de l'Inter de Milan. Il a eu une altercation lors du match olympique de Marseille, Atalanta. Son coach Ivan Djuric. Et aujourd'hui, le voir à ce niveau, moi je suis très content parce que c'est le niveau qu'on lui a connu il y a 1 ou 2 ans lorsqu'il était tout feu tout flamme avec l'Atalanta. C'est un très bon joueur. Ça remet justement sa carrière à un niveau qui était le sien il y a quelques temps. Ça permet également de plaire encore à certains clubs qui le sollicitaient déjà il y a quelques temps également. Il pourrait donc devenir le joueur qu'on a connu et il le prouve avec cette canne. Alors on rappelle ces 3 buts et 5 passes décisives pour Ademola Lookman. Aaron, Lookman, c'est bien sûr le numéro 10 de ce losange. On rappelle qu'il y a eu un changement tactique opéré par Eric Schell dans ce 4-4 de losange où il est vraiment la pointe haute de ce losange, derrière les 2 attaquants Adams et Osimhen. Est-ce que c'est la meilleure position pour lui, que ce soit en club, que ce soit en sélection? Je pense plutôt qu'il est juste le maillon d'une chaîne. Il est un pion placé dans un échiquier. Pour animer ce losange, justement, on ne pouvait pas mettre Lookman sur un côté parce que ça demande une autre activité. Mais son positionnement derrière les 2 attaquants est juste à la pointe du losange avec en appui quand même des costauds. On a Onyeka, on a Ndidi. Ça cogne fort derrière et ça lui permet à lui d'occuper tous les espaces libérés. Et avec son intelligence, ça lui rend un tout petit peu les choses faciles. Mais je pense que, Patrick le disait il y a un instant, il y a un regain de forme qui est aussi à noter de la part de Lookman parce qu'avec tout ce qu'il a traversé sur le plan psychologique, on aurait pu voir un joueur totalement terne. Mais si vous voyez bien, sur 12 buts marqués par le Nigeria, Lookman à lui seul impacte 8 buts. C'est 3 buts marqués et 5 passes décisives. Donc c'est vraiment le plus 1, le plus 1 de cette équipe du Nigeria avec devant Osimhen. Quand vous avez une telle armada offensive, vous ne devez que chercher le moyen de mettre dans la meilleure position possible les joueurs pour qu'ils puissent produire le plein potentiel qu'ils ont. Ademola, vous êtes l'homme du match. On a l'impression que vous volez sur cette compétition. Oui, je fais juste mon travail. Vous savez, je suis content de le faire avec mes frères, mes gars. On défend un pays, un drapeau. You scored more in this AFCON than in the whole season with your club. What does it mean to wear that shirt? Vous avez fait une très bonne saison avec votre club. Quelle compétition a pour importance pour vous? C'est une grosse responsabilité. On le sait tous. À chaque fois qu'on met ce maillot, on essaye de donner notre meilleur. How different do you feel that AFCON for Nigeria? No, listen, this is a different AFCON, different feel. C'est une différente compétition, des terrains différents. Tout le monde est fort. We're looking forward to the next game. On se projette sur le prochain match. On arrive donc à la fin de cette production, à la fin de cette émission sur le tour est joué sur les 8e de finale qui sont donc achevés. On est en train de se projeter vers ces quarts de finale. La CAN Maroc est déjà en train de se profiler vers sa fin. On espère donc avoir de belles affiches encore à venir pour le prochain tour. On va faire un petit jeu parce qu'il faut quand même. On fait l'éloge de vos analyses, on fait
l'éloge, bien sûr, de vos statistiques, mais on veut aussi connaître votre QI football, surtout dans le football africain, surtout dans cette CAN, et notamment sur ces 8e de finale. Messieurs, on va terminer avec ce petit jeu. Est-ce que vous êtes prêts? On va au vestiaire ou... Non, on est là, on bouge pas. On bouge pas, on va donc terminer sur cette production avec ce jeu. Je commence par qui? À ta guise, avec le Habib Bey de Cameroun. On va donc commencer avec le Habib Bey. On va commencer avec Patrick Bilon. Patrick Bilon, première question. En quelle année l'Égypte a remporté sa dernière CAN? 2010, c'est la bonne réponse. Je m'en vais poser pas la même question, mais une question différente. Premier point va donc du côté de Patrick Bilon. Aaron Bibé, Oui. tu es prêt? Oui, je suis prêt. Peut-être prêt à perdre. En quelle année le Nigeria a remporté sa dernière Coupe d'Afrique des Nations? Voilà. Non, je ne sais pas. Il ne sait pas. Habib Bey est là. Est-ce que Patrick peut prendre l'avantage? 2015, c'est pas la bonne réponse, désolé. C'est pas la bonne réponse, c'est 2013 avec Stephen Keshi, le feu Stephen Keshi en tant que sélectionneur, l'un des rares joueurs et sélectionneurs à avoir gagné la CAN. Donc c'est pas la bonne réponse. On continue. Aaron Bibé. Oui. Je garde mon point. Ouais, tu gardes ton point, il y a toujours un point en ta faveur. C'était le mien donc. Bon, ok. Ok, il n'a pas réussi à faire le break en tout cas. Il n'a pas réussi à faire le break. Tu as l'occasion d'égaliser. Aaron Bibé, je m'en vais donc poser la question. Qui a inscrit le dernier but de l'Égypte en 8e de finale face au Bénin? Oh, Mohamed Salah. Mohamed Salah. Ouais, c'est bien joué, il a réussi à égaliser. On va voir ce que... Patrick aurait bien voulu avoir cette question. Oui, il aurait bien voulu avoir cette question, Patrick. Alors, Patrick, on va regarder maintenant le match du Cameroun. Qui dévie sur la frappe de Junior Chamade, qui dévie le ballon? Samuel Junior Koto, c'est bien joué parce qu'il a quand même fait le match. Donc il a. Oui, mais de quelle frappe on parle? Parce que sur la frappe de Baléba. Oui, je veux dire, de quel match on parle? Parce que sur le premier but où Chamade frappe, il y a... Non, c'est le match Afrique du Sud. Ah d'accord, Afrique du Sud. Le match de l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a la déviation avant. Oui, il y a la déviation avant la frappe. Donc, merci pour avoir consulté un tout petit peu le VAR. Mais le VAR ne vous donne pas raison. On va terminer, Aaron, avec toi sur cette question. Parmi les 8 participants au quart de finale, quelle est la nation qui n'a pas gagné la Coupe d'Afrique? Oh là là, Patrick l'a dit tout à l'heure. Une autre question peut-être, c'est le Mali. Ah, c'est le Mali, c'est bravo. Bon, tu as une autre question? Ouais. Oui, peut-être. Il faut que Patrick. Là, on est à l'égalité. Il faut bien qu'on dépasse. Ouais, là, il faut poser une. Bon, là, je vais poser une question. Une question et le premier. À 2 points. Là, je vais poser une question à 2 points. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? La question, je ne l'ai pas encore, mais je suis en train de chercher là. Le nom d'un sélectionneur? Non, pas le nom d'un sélectionneur. Qui inscrit le penalty gagnant de la séance de tir au but Sénégal-Égypte au Cameroun en finale? Penalty vainqueur. Sadio Mané. Sadio Mané remporte Aaron Bibé. C'est Aaron Bibé qui remporte le quiz. C'est Sadio Mané qui inscrit donc le dernier penalty. Merci à vous. Nous refermons ce numéro du Tour est joué spécial 8e de finale. On se donne rendez-vous à très bientôt pour évoquer les quarts de finale. Suivez-nous sur la page YouTube Radio Sport Info et également sur RSI 92.3, la fréquence de la meilleure chaîne sportive. À très bientôt pour le Tour est joué.